Bonjour à tous. Donc, dans le cadre de cette session, nous allons travailler sur l'analyse thématique, mais cette fois-ci, nous allons essayer de comprendre la procédure, comment opérer concrètement, étape par étape, avec les différents enjeux, les différentes questions qui se posent. Alors tout d'abord, revenir sur un point absolument essentiel de l'analyse qualitative, quelle qu'elle soit, et quelles que soient ses modalités, c'est le fait que le sens n'est pas donné mais construit. Le sens n'est pas donné mais construit, nous l'avons vu notamment par exemple dans une première session de ce cours qui portait sur la question de la cognition et des perceptions et de la manière dont on produisait de la connaissance dans le cadre du monde ordinaire, mais aussi comment ces processus-là participaient de la manière dont les scientifiques produisaient de la connaissance. Donc le sens n'est pas donné mais construit, nous l'avons vu ensemble, mais ça a pour conséquence aussi de penser d'une manière spécifique l'analyse de données. Il n'est pas imaginé que il n'est pas pensé que des chiffres puissent rendre compte du sens. Les chiffres permettent de mesurer. L'analyse quantitative permet de mesurer, permet de trouver des corrélations entre variables ou voire des liens de causalité entre variables. Alors que dans l'analyse qualitative, l'objectif n'est pas du tout le même. Il s'agit en réalité de comprendre, de donner du sens, et du sens au plus près en général de la perspective des acteurs. Mais vous verrez qu'il existe également d'autres possibilités, et on va y revenir dans le cadre de cette section-là du cours. Donc le fait que le sens ne soit pas donné mais construit impose donc tout un travail de traitement des données et d'interprétation ou d'analyse des données. Il y a un petit enjeu sur le choix du terme interprétation ou analyse, qui n'existe pas dans tous les paradigmes, mais ceci dit, je vous tiendrai informé dans quelques minutes. En général, la procédure est classiquement la suivante, quel que soit le cadre dans lequel on s'inscrit. Il y a d'abord une première étape de pré-analyse, une étape de traitement des données elles-mêmes, et puis une étape d'analyse à partir de ce traitement des données, d'analyse ou d'interprétation. La pré-analyse consiste en général, quasi systématiquement, en une première lecture flottante, une ou plusieurs lectures flottantes. Il s'agit là avant tout, pour l'analyste, de s'imprégner en profondeur de l'ensemble du matériau, pour commencer à permettre à son esprit de construire des configurations et donc de saisir quelles peuvent être des significations particulièrement saillantes ou pas, etc. Et on va voir comment. Dans cette phase, cette étape de pré-analyse, il est également possible d'ajouter, et il est courant d'ajouter, une analyse longitudinale, c'est-à-dire qui peut consister par exemple en la thématisation un à un de chacun des entretiens, sans penser l'analyse de manière transversale, mais simplement chaque entretien, s'il devait être compris et thématisé, alors qu'est-ce qu'on obtient en termes de thématisation? Ça permet ensuite d'avoir une idée de l'ensemble des thématiques qui ont été trouvées et de pouvoir organiser ensuite un traitement de données qui soit transversal avec, on va dire, un ensemble de thématiques qui sont a priori décidées suite à cette préanalyse comme étant celles qui vont servir à analyser les données, à les traiter. Je vais essayer de ne pas faire de confusion en utilisant des termes qui parfois sont synonymes. On peut dire traitement de données et des fois on dit également analyse de données à ce niveau-là. Mais ça chante l'idée qu'il y a une troisième étape et ça serait dommage. Donc je vais faire attention. Ensuite, toujours dans l'analyse longitudinale, il y a aussi la possibilité de l'examen phénoménologique qui classiquement peut être utilisé également à ce moment-là. Et puis enfin, dans la pré-analyse, c'est le moment donc où on réfléchit, on a établi un certain nombre de thématiques parce qu'on a fait une analyse longitudinale, parce que l'examen phénoménologique a été opéré, on a commencé à saisir vraiment ce qui est le plus sensible, le plus déterminant, le plus important du point de vue de la perspective des acteurs. Et donc ça permet aussi de penser comment organiser l'exploitation systématique des matériaux recueillis, et notamment
Est-ce qu'on va principalement focaliser sur telle ou telle thématique, ou est-ce qu'au contraire on va couvrir l'ensemble des thématiques, est-ce que, etc., etc. Donc il y a des choix qui peuvent être opérés après l'étape de pré-analyse. Donc ces choix vont permettre de penser le traitement des données, lequel consiste également généralement en deux temps. Un premier temps de condensation des données. Lorsque vous avez fait un véritable travail de terrain, et là j'entends une enquête classique, vous n'avez pas 8, 10, 15 interviews à analyser, vous n'avez pas que 8 ou 10 situations d'observation. En général, vous avez bien davantage, et donc l'ensemble du matériau est tellement riche et tellement important également en termes de quantité, qu'il est difficile de se faire une idée, on va dire, sérieuse de l'ensemble du matériau. D'où la raison d'une première étape dans le traitement des données, la condensation des données, qui est une étape qui peut aussi appeler codage, car dans un certain nombre de cas, il s'agit de codage. La deuxième étape, une fois qu'on a condensé, qu'on a réduit, qu'on y voit plus clair, il s'agit donc à ce moment-là de décider définitivement des choix en matière d'organisation des données et donc des résultats qu'on va en tirer. Et donc là, on va voir dans les diapos qui vont venir un certain nombre de possibilités comme l'agrégation, le dénombrement, etc. La troisième étape de l'analyse thématique consiste précisément en ce qu'on appelle l'analyse ou l'interprétation. L'analyse ou l'interprétation, pour l'instant je vais en rester à une non-distinction des deux, permet donc de donner du sens, et un sens spécifique. Il ne s'agit pas de redire ce que pensent les acteurs de terrain, il ne s'agit pas de redire ce qui s'est passé lorsqu'on a observé le terrain, il s'agit de produire une pensée à soi, une pensée spécifique, une réflexion, mais une réflexion qui ne soit pas une pure abstraction dans laquelle on ne reconnaît pas le terrain enquêté, mais bien une prise de distance et une capacité à produire une réflexion argumentée, étayée, mais qui porte sur le matériau étudié. En l'occurrence, ça peut consister en une variété d'options, hein, une montée en généralité, la production d'une théorisation ou, à l'inverse, l'articulation à des cadres théoriques préexistants. Et en général, c'est là qu'il y a une très grande différence. Quand les méthodologues font une différence entre analyse et interprétation, c'est pas toujours le cas donc, mais quand ils font cette différence, en général, ils parlent d'analyse pour parler de production de théorisation à partir des données. Et là, en général, il s'agit de théories ancrées. Et ils parlent d'interprétation quand les données, une fois qu'elles sont organisées, sont articulés à des cadres théoriques préexistants et que donc les cadres théoriques préexistants permettent de produire des montées en généralité à partir du matériau. Je vais vous donner des exemples très précis tout à l'heure, ça vous permettra de mieux appréhender le sens de toute cette nouvelle terminologie probablement pour vous. Il y a donc deux grands types d'analyse, l'analyse en mode preuve, il s'agit de prouver que quelque chose est vrai, en l'occurrence la ou les hypothèses, et le mode d'analyse en mode découverte, où là il s'agit plutôt de comprendre, de découvrir des nouvelles choses. Et donc là il ne s'agit pas de prouver ou d'infirmer des hypothèses. Le mode preuve donc est très relié au mode hypothético-déductif. C'est une autre façon de le dire. Et donc il s'agit de quelque chose que nous avons déjà étudié ensemble avec l'établissement d'abord. Le mode preuve suppose un objet scientifique qui a été construit préalablement, puis l'établissement d'un protocole d'enquête, puis le traitement de données, puis l'analyse et l'interprétation sont à ce moment-là clairement distingués. Et en général, il y a d'abord une première analyse de matériaux où on voit quels sont les résultats qu'on appelle souvent bruts, puis une interprétation par articulation à des cadres théoriques préexistants. Là, ces épreuves se déroulent chronologiquement. Donc dans le mode preuve, il y a systématiquement une inscription théorique préexistante à l'enquête. Cette inscription théorique est choisie dans le cadre de la construction de l'objet scientifique, elle est justifiée à ce moment-là.
Les hypothèses sont issues de ce cadre théorique retenu et de son articulation donc au terrain qui a été en général exploré. Il y a eu une petite enquête exploratoire qui permet de bien penser cette articulation entre cadre théorique préétabli et terrain. L'objectif de la recherche est toujours dans ce cas de confirmer ou de falsifier ou d'infirmer là où les hypothèses. Le mode découverte est un mode qui est généralement celui qui est également appelé le mode induction ou également le mode itératif, puisque couramment le mode induction, l'induction est mise en œuvre de façon itérative, c'est-à-dire par étapes, et on recommence à plusieurs reprises la même procédure. Donc la procédure en elle-même, la recherche, donc à chaque phase suppose une problématisation, c'est-à-dire une problématisation qui est considérée comme émergente, c'est-à-dire qui émerge à partir du terrain qui est en cours. C'est-à-dire que dans le mode découverte, je vous le rappelle, le terrain est premier et il suffit qu'on ait une question sérieuse pour aller investiguer le terrain, et plus le terrain est investigué, plus la question est affinée et plus les réponses qui sont proposées sont elles-mêmes améliorées. Les méthodes de recueil de données sont à chaque fois que, donc itératif signifie en boucle, hein, à chaque fois que une étape de l'enquête est produite, donc à chaque fois qu'il y a eu problématisation émergente, recueil de données, analyse, eh bien on peut en conclure que les analyses sont peut-être pas suffisamment abouties, et pour cette raison-là, on va améliorer la question, ou même en changer parfois, puis à nouveau recueillir des données, à nouveau les retravailler, jusqu'à arriver à un moment où effectivement l'analyse est satisfaisante. Il n'y a donc pas d'inscription théorique préalable, il n'y a pas d'hypothèse dans le mode découverte, et l'objectif de ce type-là de démarche de recherche est de produire de la théorisation, et une théorisation qui est directement ancrée, fondée sur les matériaux de terrain. Cette méthode, cette procédure a une épistémologie, un cadre théorique a été fondé par deux sociologues américains très reconnus, Glaser et Strauss. Bien, donc je vais reprendre les deux modes, le mode preuve et le mode découverte, pour l'analyse thématique, et je vais vous montrer comment analyser de ces deux façons-là à partir d'un terrain qui a été effectué, que j'ai personnellement effectué dans le cadre d'un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle. Donc ce sont des services qui se trouvent généralement en milieu hospitalier, mais également en clinique privée. Le matériau a été recueilli pendant une année d'observation à plein temps auprès de deux services de rééducation et de réadaptation fonctionnelle. On appelle ces services-là aujourd'hui des services de médecine physique et de réadaptation. Auprès donc des services qui accueillaient des personnes blessées médulaires. Blessées médulaires signifie que ces personnes sont blessées au niveau de la moelle épinière. Et ça a pour conséquence concrète que la plupart d'entre eux vont faire leur vie en fauteuil parce qu'ils sont paraplégiques ou tétraplégiques. Cette enquête, qui est une enquête conséquence, et parce qu'elle a d'abord été opérée en démarche inductive, c'est-à-dire en démarche de découverte, a consisté en une centaine d'interviews, un peu plus d'une centaine d'interviews, dont la plupart sont comprises entre 2 et 4 heures. Il y a eu 800 pages de prises de notes, d'observation in situ, et des prises de notes sur des pages recto-verso. Et enfin, il y a eu plusieurs cartons de documentation qui ont été recueillis avec une grande variété de documentation. Il s'agissait vraiment de se socialiser à ce terrain, de le maîtriser dans les significations qui accordent les acteurs qui y vivent au quotidien. Et donc, il y a eu la prise de connaissance du livret d'accueil des patients, du règlement intérieur, des différents outils professionnels, la lecture des descriptifs de divers protocoles, notamment de sécurité ou d'hygiène ou de soins, la lecture des rapports d'activité de l'établissement sanitaire, des archives, etc.
J'ai également lu des articles scientifiques, des revues portant sur les dommages corporels, des articles juridiques portant sur les dommages corporels, parce qu'il y a beaucoup de procès à tiers responsables pour obtenir des dédommagements. J'ai également lu des articles de type technique issus des revues professionnelles de kinésithérapie ou d'ergothérapie, divers rapports d'études de recherche qui portaient de près ou de loin sur ce terrain.